Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Wuri TV. Bienvenue dans le ring. Aujourd'hui, nous recevons pour une deuxième fois le président national de APAR, Monsieur Célestin Djamen. Monsieur Célestin Djamen, bonjour. Bonjour Faustin, bonjour à tous les téléspectateurs de Wuri TV. Vous l'avez souligné, c'est vrai, c'est la deuxième fois. La première remonte il y a quelque temps déjà. En tout cas, merci pour cette deuxième invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici, Président. Je vous prends à pif. Pourquoi avez-vous soutenu Paul Biya en 2025? Voilà, ça commence vite là. Oui. Ben écoutez, moi je pense qu'il faut bien recadrer le contexte. Oui. Nous sommes en 2025 et il se trouve qu'en 2025, il y avait 12 candidats. Oui. Et opposant de mon État, naturellement, j'aurais dû voter pour un opposant. Sauf que cette année, je n'ai pas vu d'opposant parmi les 11 qui faisaient face au président Paul Biya. En conséquent, j'ai pensé que tous ces 11 candidats qui faisaient face au président sortant étaient un peu des créatures de ce candidat-là. Oui. Donc j'ai préféré tout simplement l'original à la copie. Je ne voyais pas en train de voter pour M. Bello Bouba, pour M. Chiroma, qui sont quand même deux grands collaborateurs de Paul Biya, si ce n'est du système. Alors venez nous faire croire à nous qu'en moins de 3 mois, ils se sont convertis en opposants plénipotentiaux radical. C'était de la rigolade. Bon, Cabral, évidemment, c'était pas ma tasse de thé, et la suite. Donc, on comprenait très bien, il y a même parmi ces 11 candidats, un qui était, il y avait quelques mois encore, président de la section RDPC de Montréal, au Canada. Vous comprenez donc que je ne pouvais que choisir le créateur, le bienfaiteur de ce genre-là, pour évacuer toute hypocrisie. Non, sauf que ça, on est quand même surpris. Vous revenez au Cameroun en 2010 et directement vous entrez en politique. Vous êtes défenseur des libertés individuelles. Célestin, en 2018, vous avez reçu une balle. Vous avez fait la prison. Il y a jusqu'ici, les libertés sont toujours asphyxiées au Cameroun. On est quand même surpris de vous voir soutenir quelqu'un qui apprivoise la liberté des uns et des autres. D'abord, 2010, je ne commence pas la politique en 2010. J'ai commencé la politique non active à l'âge de 14 ans. J'étais encore au lycée Josse. Mais je rentre dans la politique opérationnelle en 1995, après la victoire de Jacques Chirac sur Lionel Jospin. J'étais encore en France. Et c'est là que je commence à entrer en politique et que j'adhère au SIF France, où j'étais par ailleurs secrétaire régional, secrétaire provincial de la communication. Effectivement, vous avez raison, je rentre au Cameroun en 2010 et là je continue au SIF naturellement. Eh bien, on parlait de droits de l'homme, bien entendu, je suis toujours un défenseur des droits de l'homme. Bon, maintenant, est-ce que le fait d'être défenseur des droits de l'homme ou le fait de soutenir, comment dirais-je, un candidat à la présidentielle qui est Paul Biya m'empêche d'être défenseur des droits de l'homme? Je pense que non. Je vous ai un peu indiqué le contexte dans lequel je suis devenu, j'ai été un soutien pendant la campagne au président Paul Biya. Je rappelle que soutenir un candidat à la présidentielle n'est pas forcément soutenir son parti. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais passé d'alliance avec le RDPC. D'ailleurs, peut-être que vous le savez comme tout le monde, je suis membre du G20. Membre du G20, et le G20 a été combattu par certains caciques du RDPC. Parce que dans leur esprit, ils pensaient que voilà, le G20 venait, entre guillemets, grignoter la place des caciques du RDPC, alors que ce n'était pas le cas. Le président Paul Biya a voulu mettre en place un groupe qui s'appelait le G20 en 2018 pour sortir un peu du carcan, si vous voulez, de son parti, pour dire qu'il est candidat et c'est un rendez-vous qu'il a face au peuple. Ce n'est pas son parti qui est candidat, c'est l'individu qui se présente en tant que candidat face à un peuple. Il a son programme à lui. Donc il veut rassembler tout le monde. Il a mis en place le G20, le groupe des 20 leaders de l'opposition à l'époque, qui s'est un peu élargi en 2025. Et donc j'ai été en maintes fois sollicité pour le G20, depuis 2018 d'ailleurs. Bon, j'ai décliné. Et puis quand j'ai vu ce qui s'est passé véritablement par rapport aux autres candidats, je me suis dit, bon voilà, le moment est venu pour effectivement dire aux Camerounais, halte à l'hypocrisie, je soutiens le président Paul Biya parce que, à mon avis, il est de loin en termes d'expérience, en tout cas,
meilleur que sa créature. Donc voilà la raison pour laquelle. Donc, moi, je continue à être un opposant. Je suis un opposant qui n'est pas un opposant manichéen ou manichéiste, dans le sens que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Voilà, si le gouvernement pose des actes qui soient utiles pour le Camerounais, puisqu'on crie chaque jour que les routes sont mauvaises, que, à juste titre d'ailleurs, que les hôpitaux ne sont pas équipés, qu'il y a des immondices, des tas d'ordures partout, qu'il y a un délestage absolument anormal et permanent. Moi, je dis, si un gouvernement apporte des solutions, en tout cas dans l'urgence pour ces questions-là, il n'est pas question que je sois dans le système où on dit, voilà, tout ce qui vient du gouvernement est mauvais. Non. S'il pose des actes qui satisfont les Camerounais, eh bien, je souscris. Donc, je suis un opposant républicain, critique, certes, mais républicain. Dans le sens que, effectivement, je suis un homme pragmatique qui fait face à des réalités. Ok. Qui a gagné les élections en 2025? Les élections présidentielles du 12 octobre. Oui, mais une question un peu provocatrice, si j'ose dire, parce que... C'est le ring aussi. Le Camerounais de la rue sait qui a gagné. Bon, j'imagine pas que vous l'ignoriez. Peut-être que vous auriez voulu demander est-ce que la contestation de M. Chiroma était légitime? Je pense que toute contestation est légitime. Mais ça veut dire qu'il il a gagné. M. Paul Biya a gagné. D'ailleurs, c'est un score très étriqué, parce que quand je compare aux années précédentes, c'est quand même l'une des rares fois depuis 1992 que l'opposant fait aussi un beau score. Et je pense que justement, on devrait en tirer les conséquences sur le plan politique, naturellement. Parce qu'en vérité, 35,19%, ça n'est pas mal, quand même, face au président Paul Biya. Donc, selon vous, c'est le président Paul Biya qui a gagné, malgré non, les pas PV. selon moi, il a gagné. Comment voulez-vous dire selon moi? C'est pas selon moi. Oui. Et puis, même sur le plan légal, Oui. le Conseil constitutionnel, auquel je suppose tout le monde souscrit, y compris Chiroma, parce qu'il était au Conseil pour la liste définitive des candidats à la présidentielle, et dont après il verse les larmes de crocodile parce qu'il aurait gagné et qu'on n'a pas confirmé sa victoire. Non, le Conseil constitutionnel, qui a été une institution de la République, a fait son travail, a proclamé le vainqueur, et puis il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, on a une République, il faut l'accepter en tant que tel. Et puis même sur le terrain, Chiroma a gagné des villes assez importantes, tout le monde le sait. Et les résultats ont reflété effectivement dans le littoral, dans l'ouest, dans la Damawa, dans le nord, etc., etc., la victoire de Chiroma, ça n'a pas été contesté. Les résultats sont très clairs. Et même dans le littoral ici, Chiroma bat de très loin le président sortant. Donc ça a été reconnu par le Conseil constitutionnel. Bon, reconnaissez au moins le droit au président Paul Biya d'avoir gagné dans d'autres régions. Mais il y a quand même les régions, j'aime votre honnêteté, président. Il y a quand même des régions comme le Nozo où on a déclaré que le président a gagné. Or, là-bas, on sent que c'est presque de ghost town. Et depuis qu'il a gagné, il y a des assassinats non plus finis. Est-ce que ça reflète la réalité ce sont deux régions conflictuelles depuis maintenant bientôt quasiment 10 ans, pour bien dire la vérité. Mais néanmoins, on ne peut pas exclure ces deux régions des élections présidentielles, en l'occurrence, qui sont quand même les élections les plus importantes d'une nation. L'élection présidentielle, c'est l'élection majeure. Donc, est-ce qu'on peut parler d'élections en excluant des régions du pays? C'est pas possible. Bien sûr, forcément, l'électorat est un peu apeuré parce que finalement, il y a l'insécurité qui est permanente, dont les gens hésitent à leur offrir leur vie parce qu'ils vont voter. Néanmoins, il y a des votants. Bon, maintenant, sur cette portion congrue des votants, qui a gagné, qui a perdu, le débat a été clos puisque le Conseil constitutionnel a donné effectivement les résultats. Et je rappelle que personne n'a fait campagne dans le Nozo, à part le RDPC. Il me semble pas illogique que le candidat investi par le RDPC ait gagné. Mais Issa Thion était quand même à Bamenda. Il n'était même pas escorté. Il était à Bamenda pour... Cabral Libi aussi, président. Non. Il était à Bamenda pour caresser les ambazoniens. Cabral Libi, vous savez, Cabral Libi ne peut pas faire le poids devant le président Paul Biya, même si on le reconnaît certains talents. Mais pour parler du challenger, du second, Chiroma était là-bas, tout le monde a vu, pour parler beaucoup plus des terroristes. Ce qui était d'ailleurs assez révoltant et très curieux pour un ancien ministre défenseur de la République, des institutions. Je rappelle que M. Chiroma a été quand même porte-parole du gouvernement. Oui.
dont il était censé défendre les institutions de la République. Donc il ne peut pas nous sortir dans la campagne 2025 des thématiques sur la partition du Cameroun, parce que quand il dit qu'il est l'ami de Chris Hanou, dont on sait que c'est un terroriste qui a été condamné aux États-Unis et ailleurs, et en Suède, en Norvège, et qui vient dire qu'il est l'ami d'un terroriste, mais c'est extrêmement grave, c'est même impardonnable. C'est impardonnable de la part d'un candidat. Je peux vous assurer que un candidat aux États-Unis qui fait une telle déclaration, même en campagne, on l'arrête, on l'interpelle. On l'interpelle. Si vous faites une telle déclaration, la partition des États-Unis, même en campagne, où on est censé avoir l'immunité de campagne, on vous interpelle. Alors je crois que le gouvernement camerounais a été particulièrement tolérant pour laisser ce genre de déclaration fuser de la part d'un candidat, ancien ministre de surcroît. Donc moi je pense que sa campagne s'est limitée à caresser les Amazoniens, ce qui est un scandale absolu. Et aujourd'hui, on s'étonne que M. Paul Biya ait gagné dans le nord-ouest et le sud-ouest. Kamwali Biya a été aussi, évidemment, mais même en termes de management de campagne, je ne pense pas que Kamwali Biya soit à la hauteur de la campagne menée par le président Paul Biya. Là, je vous le conseille. Maintenant, je disais au début de cette émission que vous êtes un défenseur des droits de l'homme et des libertés individuelles. Nous avons eu la chance de vous suivre depuis très longtemps. Après les élections présidentielles, il y a eu des vastes arrestations, des enfermements, des jeunes, des mineurs, j'allais même dire, qui, d'après nos sources, sont même encore en prison aujourd'hui. D'après les chiffres du MINAT, 1985. Et bien sûr, il dit on a libéré, il y a encore 963 en prison. Et bien, il y a quand on fait les calculs, après ce qu'il lui-même a déclaré, il y a encore 407 qu'on ne sait pas où ils se trouvent. Là. Vous êtes resté muet. D'ailleurs même, la APA est resté muet. Or, on vous connaît comme quelqu'un qui, en 2018 et bien d'autres avant, était toujours en train de dire non, ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas punir les gens parce qu'ils ont exprimé leur volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense qu'il faut faire la part des choses. Je suis foncièrement agrippé aux libertés fondamentales. Oui. Donc personne ne peut me le contester. Parce que je crois qu'on ne peut pas vivre dans une société et être muselé. Que ce soit la liberté de circuler, liberté de parler, liberté d'écrire, liberté de penser. Ce sont pour moi la liberté, bien sûr la liberté, la sécurité, qui est la première des libertés. Ce sont pour moi des libertés non négociables. On ne débat pas là-dessus. Maintenant, il faut aussi être réaliste sur le terrain, parce qu'en vérité, non pas que je récuse le droit aux mineurs de parler, mais les mineurs, pour moi, n'ont pas atteint la maturité politique. On doit donc éviter de les instrumentaliser. J'ai le sentiment, pendant cette contestation, qui me semble dans le fond légitime, parce qu'après tout, on a le droit de dire que, voilà, on conteste les résultats. Mais il y a des institutions pour mettre tout le monde d'accord. Chez nous, c'est le Conseil constitutionnel. Bon, maintenant, les mineurs, on a vu certains qui étaient assez, comment dirais-je, éméchés, parfois drogués. On les a vus. Ils avaient, dans la plupart des cas, grosso modo, moins de 21 ans. Donc, oui, bien sûr. J'en ai rencontré il y a ça, quand je rentrais de Yaoundé, qui cassaient les stations de service, les magasins, les boulangeries, pour aller prendre un Coca-Cola, boire. Ils en étaient là. Donc, en vérité, et puis il ne faut pas confondre le droit de manifester et le droit de casser. Pour moi, c'était les casseurs qui étaient malheureusement instrumentalisés. Et vous avez vu plusieurs ministres, notamment celui de l'administration territoriale, qui a lancé des appels aux parents de quand même bien garder leurs enfants. C'est quand même des enfants quand on a moins de 20 ans, comprenez? C'est encore des enfants, ils n'ont pas encore acquis cette maturité politique, cette conscience politique pour pouvoir peser le pour et le contre. Donc parfois, il y a les partisans de Chiroma, souvent basés à l'extérieur, qui envoient de l'argent pour essayer de soudoyer ces mineurs, pour les instrumentaliser. C'est vérifié, président? Ben écoutez, moi je suis à l'affût des informations. Je crois que, évidemment, ça reste beaucoup à vérifier. Mais ce qui est certain, c'est que quand je vois leur posture, leur acte, on ne peut pas dire que c'est des jeunes conscients de ce qu'ils faisaient. Je peux comprendre la colère quand son candidat a perdu. Mais de là à aller, comment dirais-je, de manière complètement
inconsciente, casser des stations de service, attaquer des restaurants. Moi, je trouve ça totalement inacceptable. Et là, la justice doit entrer en ligne de compte, parce qu'en vérité, on ne peut pas, dans un pays, laisser le désordre prendre la place des institutions, comprenez? Oui. Je ne suis pas pour la répression, puisque moi-même j'ai été victime de ça, comprenez? Mais je crois en même temps que je fais une différence entre 2018, où, comme vous l'avez dit, j'ai reçu une balle. Évidemment, j'étais un manifestant pacifique, réellement pacifique, et les casseurs. Les casseurs ne viennent pas pour revendiquer quoi que ce soit. Ils viennent pour casser, pour faire du sale, comme on dit vulgairement dans les quartiers. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on voit les ramifications qui étaient derrière, il n'y a pas de surprise qu'il y ait autant de personnes en prison. Mais vous savez que le MINALT a annoncé, il l'a fait, il a libéré plusieurs jeunes déjà. Peut-être ceux qui sont passibles des actes les plus graves sont encore en prison. Mais je n'ai pas de doute qu'ils vont prendre conscience, ils vont faire allégeance aux institutions, et puis ils vont être libérés. Je le souhaite en tout cas pour eux. Mais il était important que la justice passe et qu'on dise que ce qui a été fait est inacceptable dans une nation. On peut protester, on peut contester les résultats, mais on n'a pas le droit de casser. Et le cas... Parce que c'est nos biens. Oui, Président, mais la veille avant les casses, on a arrêté chez lui, à son siège, le Georges, paix à son âme, Anissé Ekane. On a arrêté Djekam Tchameni, qui sont des leaders d'opinion. Déjà, même, c'est une question à deux volets. Comment avez-vous reçu la nouvelle, la triste nouvelle, le défunt, la mort de Georges Anissé Ekane? Bon, je l'ai apprise comme vous, hein, je l'ai par les médias. C'était un moment très douloureux, à titre personnel, puisque c'était un ami d'abord, qui avait, comment dirais-je, j'avais le privilège de recevoir beaucoup de confidences de sa part. C'était un homme, quoi qu'on lui reproche, profondément convaincu, comment dirais-je, de la cause qu'il défendait. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'était un upétiste, upétiste pure souche, un communiste qui le revendiquait et qui avait des profondes convictions. Même si à un moment donné, il a un peu basculé dans le camp du pouvoir, il a un peu, on va dire, il a un peu débranché, si j'ose dire, sa fibre nationaliste, mais je crois basculer dans le camp du pouvoir, ça veut dire... Il n'a jamais coupé. Je veux dire par là que pendant un certain temps, je l'ai vu vraiment tirer sur d'autres opposants. Tout le monde se rend bien compte à quel moment, pendant plusieurs années, il a quand même combattu pas seulement le SDF, il ne portait pas John Frondy dans son cœur, mais en dehors du leader du SDF, il a beaucoup combattu le MRC aussi pour finir par investir le candidat venu du MRC. Et donc, mais finalement, dans le fond, les racines sont restées. C'est-à-dire que c'était un homme qui était pétri de convictions, c'est-à-dire qu'il avait, c'était d'abord par ailleurs un grand formateur politique, péciste notamment, et cette disparition m'a fait beaucoup de peine, mais je dis que je ne sais pas si je dois parler de courage ou de suicide inconscient, parce qu'il était quand même très malade. Je l'ai vu 2 ans auparavant. Anissé Ekane, tout le monde le sait, enfin certains le savent, d'autres pas. Il a été interné pendant quand même quelques mois au CHU et puis ensuite à l'hôpital général. Et d'ailleurs, on était ensemble, rencontrer le docteur qui a pris soin de lui, le docteur Antonin, qui est un homme absolument merveilleux. Et puis, Anissé Ekane, avec ce côté assez admiratif, je veux dire, que il pratiquait beaucoup la gratitude. Il m'a emmené une fois chez ses médecins qui avaient beaucoup pris soin de lui. Et vraiment, j'ai apprécié ce moment. C'est la même où j'ai découvert qu'il y a un chanteur, là, c'est Henry John, qui était très très malade aussi. J'ai découvert qu'il était aussi pris en charge par l'État dans le même hôpital, dont Anissé est venu manifester sa gratitude, n'est-ce pas, sa reconnaissance à ce docteur-là. Et puis, c'est un côté humain que j'appréciais beaucoup chez lui, mais cependant, aller dans une bataille aussi importante, aussi complexe, avec sa maladie, me semblait quand même assez dangereux. Et donc, c'est le seul reproche que j'ai pu lui faire. Mais dans le fond, c'était un homme qui était imprégné de du combat qu'il menait. Il a passé toute sa vie à combattre. Il a expliqué lui-même à plusieurs reprises, et moi-même, je l'ai vu.
Et donc, c'était très attristant. Bon, maintenant, c'est vrai que, est-ce que, sans aller en prison, est-ce que sa maladie aurait été atténuée ou est-ce qu'elle se serait empirée? Mais dans tous les cas de figure, je ne pense pas que la prison, on l'a incarcéré avec l'intention de le tuer. Non, je pense que c'est malheureusement aussi l'environnement qui était pas très très bon. Il marchait avec un extracteur d'oxygène, donc ça devenait très délicat. Alors pour peu que cet extracteur ne soit pas disponible, évidemment, vous comprenez que la suite peut être fatale. Mais je recuse le fait qu'on l'ait tué. Non, je ne pense pas qu'on l'ait tué. Je pense qu'il a payé le prix de son combat. D'ailleurs, c'est très noble. Hein. Mais à mon avis, je n'aurais pas conseillé de se lancer à ce moment-là dans la bataille. Parce que sa santé était primordiale, était plus précieuse que le combat. Moi, j'ai besoin des gens vivants pour mener le combat. Je n'ai pas besoin de héros morts. Le héros mort ne nous apporte strictement rien. Donc, il a mené un vrai combat toute sa vie. Mais encore une fois, je regrette cet épisode-là. Pour ce qui concerne, comment dirais-je, on me dit que j'ai reçu une balle. Oui, mais je ne veux pas m'enfermer dans le carcan de la haine. Parce que je pourrais haïr aussi la police. Je pourrais haïr les gens qui m'ont tiré dessus, la gendarmerie, l'armée, le Cameroun. Oui. Mais c'est mon pays. Hein, les racines de mon pays sont ancrées en moi. Mon cordon ombilical est enterré ici. Donc, quelle que soit la haine passagère des hommes, je reste accroché à la passion pour mon pays. Et c'était le cas d'Anissé Kane, il était passionné par le Cameroun. Oui. Bon, maintenant, sur le plan tactique, est-ce qu'il avait choisi le bon timing pour aller... Mais il était chez lui, président, et les gens savaient qu'il était malade. Pourquoi l'arrêter? Pourquoi? Oui, parce que quand même, moi j'ai suivi Njoka Mtshamenei à Nice dans une conférence, ou en tout cas une interview commune. Ils appelaient carrément à l'insurrection. Il faut dire les mots comme ils sont. Oui. Hein. L'insurrection est punie par nos textes, hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, quand j'ai été accusé au tribunal militaire d'hostilité contre la patrie, d'insurrection, j'avais juste marché. Je n'avais pas appelé au soulèvement populaire. Non, j'avais juste marché. Je n'ai pas cassé une seule fourchette. Anissé et Njoka Mtshamenei, je reste profondément défenseur de droits de l'homme, mais ils ont appelé au soulèvement. Ils ont invité Chioma à ne pas aller au Conseil constitutionnel pour défendre ses revendications. Vous comprenez? Quand on traite le Conseil constitutionnel à tort ou à raison d'antichambre du RDPC, alors qu'on y est allé pour écouter, entendre la confirmation de sa candidature, il y a quand même comme une espèce de vibration contradictoire. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il a enfreint les lois du pays avec Njoka Mtshamenei et même accessoirement M. Abba Oyono. Ils ont appelé au soulèvement. Ils ont justifié le soulèvement. Ils ont dit qu'on n'était pas là pour écouter le Conseil constitutionnel, que de toute façon, il ne rendrait pas un verdict, comment dirais-je, légitime et fidèle aux urnes. Je veux bien, je respecte les opinions. Encore que là, une opinion ne consiste pas à appeler aux gens à désobéir aux lois. Bon, si nous sommes dans la révolution, il faut assumer. D'ailleurs, il assumait. Et puis, naturellement, l'État, à travers sa justice, naturellement, a interpellé. Comme d'autres l'ont été avant lui. J'ai été moi-même interpellé. Interpellé avec beaucoup d'autres. Mais là, on est quand même curieux. Vous parlez de la justice. Njoka Mtshamenei, j'allais dire, monsieur, Njoka Mtshamenei est encore en prison. Et d'après les informations que nous avons, son état de santé est quand même alarmant. Et on appelle même à une évacuation sanitaire. L'État reste muet. On a libéré professeur Abba Oyono. On aimerait bien comprendre, c'est une justice à deux vitesses. Si les deux sont accusés pour les mêmes choses, pourquoi libérer un et laisser d'autres en prison, président? Moi, je ne connais pas les charges qui pesaient sur les deux, mais je sais bien que les parents de la candidature de Chiroma, c'était carrément Anissé Kane et Njoka Mtshamenei. Oui, Abba Oyono est venu, après avoir couru derrière l'autre candidat, qui a été écarté, je dirais, qui a été disqualifié, qui s'appelle Maurice Kamto. Je pense que, effectivement, je crois que les incriminations et les chefs d'accusation n'étaient pas les mêmes. Je ne pense pas. Bon, j'ai cru comprendre que M. Njoka Mtshamenei a été accusé d'hostilité contre la patrie, appel à l'insurrection, appel à la rébellion. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas pour Abba Oyono. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois que les gens sont mis en prison.
à cause de leurs actions politiques. Bon, maintenant, je pense qu'il faut vraiment être très près du dossier pour savoir les raisons qui ont permis la libération de M. Aboyono et le maintien en prison de M. Ndjekam Tchamani. Mais moi, je vous dis encore une fois, l'appel à l'insurrection est un crime dans le code pénal camerounais et en tant que crime politique, est jugé par le tribunal militaire. J'y suis passé. Dieu merci, j'ai bénéficié d'un arrêt de poursuite avec mes autres camarades. Je profite au passage pour rendre hommage à mon ami, le regretté Pende Ekoka. Mais je vous assure que ce n'est pas un moment facile. Je comprends leur douleur parce que moi-même, je suis passé par ces moments. Et néanmoins, je pense que dans le cas, dans la question que vous me posez, l'État a agi dans sa logique, à savoir que, bon, voilà, on ne peut pas laisser les infractions, les crimes comme ça, sans être, comment dirais, sans faire l'objet d'une interpellation au minimum. Et d'ailleurs, je regrette que M. Chiroma n'ait pas été interpellé pendant la campagne. Parce qu'en vérité, être un sécessionniste sous prétexte d'une campagne, de l'immunité de campagne... Mais être candidat, c'est être sécessionniste, c'est être terroriste, parce que beaucoup de ses anciens collègues même le traitent de terroriste aujourd'hui. La sécession est un crime. Oui. Qui n'a pas... Il n'y a pas de moment d'immunité. Le crime n'a pas, comment dirais-je, n'est pas couvert par une période de campagne électorale. Il a carrément dit qu'il était l'ami d'un terroriste, qu'il est l'ami des ambazoniens. C'est ce qu'il a dit. Ah ben maintenant, M. Chiroba, quand même. Oui, il devrait là, à l'instant, être interpellé. Parce que nous nous battons, tous, nous sommes à des opinions différentes, contre la partition du Cameroun. Or, ce monsieur prend fait et cause pour des sécessionnistes en pleine campagne. Dans quel pays c'est admissible? Même l'immunité de campagne ne peut pas justifier un tel comportement. Et pourtant, il était quand même laissé en liberté. Et si Thiorma est parti, a pris la fuite, c'est bien après. C'est parce que, bon, voilà, il a voulu quasiment enfoncer l'insurrection, comme lui avaient demandé ses deux acolytes, M. Jean-René Sekane et M. Ndjekam Tchamani. C'est pas parce qu'il avait prononcé les mots de sécession, parce qu'il a fait allégeance à ses amis, les terroristes sécessionnistes. Et je le regrette. C'est là qu'il aurait dû être interpellé, malheureusement, il n'a pas été, et puis voilà. On va sortir de ce chapitre-là. Pour vous, Anissé Ikane, père à son âme, votre ancien ami, camarade de lutte, est-il un héros? Bon, héros parce qu'il aurait soutenu Chiroma, ou bien... Héros de la nation, comme au même rang que Ernest Ouandjé. Non, il ne faut pas exagérer. Je pense que c'était un homme de conviction, c'est un homme, sur le plan humain, qui était... très très fréquentable, que j'appréciais beaucoup à titre personnel. Ça dépend de ce qu'on appelle héros maintenant. Alors pour certains qui soutenaient Chiroma ou M. Kamto, c'était sans doute un héros, parce qu'en vérité, il n'avait aucune acquaintance comment dirais-je, idéologique avec M. Kamto ni avec M. Chiroma, qui pour moi est un gangster politique, un imposteur, et Anissé n'était pas tout ça. Bon, malheureusement, il les a soutenus dans leur tentative d'investiture. En tout cas, dire que Chiroma c'est un gangster politique, c'est quand même fort. C'est un gangster, et même l'ami des terroristes, c'est encore mieux, ou pire. Et donc, Anissé n'avait rien à voir avec ces gens-là. Alors, où vient l'héroïsme là-dedans? Anissé était pour moi plus héros en 90 qu'en 2025. Et Anissé n'a absolument rien fait du tout. Or, beaucoup de gens s'appesantissent sur ça, beaucoup de gens qui l'ont insulté pendant des décennies se sont un peu sentis sur ça parce qu'il a soutenu leur candidat pour dire qu'il est héros. Non, il faut arrêter de rigoler. Anissé était une personne tout à fait admirable, mais pas pour 2025. Non. Pour moi, il a soutenu deux imposteurs. Tu comprends ce que je veux dire? Deux imposteurs. Mais il faut admirer son courage, parce que son courage politique, malgré sa maladie, force le respect quand même. Pour moi, il n'aurait pas dû prendre ce risque-là. Il l'a fait. C'est sa conscience. Je le regrette parce qu'on aurait aimé vivant contribuer au combat, à l'évolution des consciences, c'est sûr. Mais on aurait aimé vivant, tout de même, n'est-ce pas? Bon, maintenant, pour moi, héros non. Je crois qu'il n'osait même pas lui-même se comparer à Ernest Ouandjé, qui était son idole, quelque part. Il n'osait pas se comparer à Oumyobé. Il pouvait être héros de son temps aussi.
héros de son temps pour 2025 parce qu'il aurait investi un candidat, non. Mais parce qu'il était malade, non. C'est pas ça l'héroïsme pour moi. C'est un homme de grande qualité, mais pour moi, héros pour moi, c'est pas ça du tout. Ok. On va sortir complètement de ce chapitre des élections au Cameroun. Dire que j'ai du mal à croire que la Cour constitutionnelle, elle parle au nom de l'ensemble du peuple. Il y a une vidéo qui a circulé sur Internet et que ce n'était pas l'effet de l'intelligence artificielle. Le président de la Cour constitutionnelle, Clément Atangana, si je me trompe pas, après avoir proclamé Paul Biya, vainqueur de ces élections-là, est rentré chez lui à sabrer avec les siens. Votre père a fait le travail. Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a eu fraude? Non, il ne faut pas voir la critique facile. Il faut éviter les raccourcis parce que pour moi, ça s'est passé après la proclamation des résultats. Il redevient un citoyen lambda avec ses sentiments, avec ses préférences, avec ses tendances. Et aussi, président qu'il soit du Conseil constitutionnel, il n'en demeure pas moins homme et citoyen. Il a des convictions, mais qui peut l'exprimer pas avant, mais qui peut l'exprimer après, parce que le travail est terminé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, je pense que, qu'est-ce qu'on lui reproche? Si on devait le récuser, ce serait avant. Pas après. C'est pas après. Après, ça n'a pas de sens. Il est citoyen camerounais, oui. Il a ses opinions politiques. Comme tout oui, justement, après la prestation de serment, nous et tous les Camerounais, on vous a vu au Palais de l'Unité, toujours bien nippé, comme on vous le reconnaît. On dit souvent que les Bagantés, je ne sais pas si c'est ça, savent faire la sape. Sans vous flatter, on vous a vu saluer le président de la République, tout joyeux. Et des indiscrétions disent, président, que vous êtes sorti de là avec beaucoup de millions. Dites-nous. Qui a dit ça? Des indiscrétions, je suis dans l'investigation. Mais beaucoup d'indiscrétions disent que je n'ai rien reçu. Ouais. Et puis le débat n'est pas là. Je pense qu'on est venu en politique pour apporter au débat d'idées. On ne vient pas en politique pour des récompenses. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président, quand il vous a salué? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il m'a dit bonsoir, bonsoir. Sa femme m'a dit, vous allez bien? Oui, voilà. Mais lui, il m'a salué 2 fois. Alors, donc, et une autre fois, comme si vous étiez des copains. On était quand même surpris. Pas de copains, c'est le président de la République. On s'est salué, c'était très bien. Et puis, c'était mon candidat. Je l'ai soutenu pendant toute la campagne. J'ai battu campagne pour lui. Il était donc naturel que je sois heureux ce jour-là, à ce moment-là. C'est tout à fait normal. C'était mon candidat qui a gagné. Donc, quand votre candidat gagne, vous êtes content. C'est pas l'inverse non plus. Et donc, c'était un moment assez appréciable, assez agréable quand même, il faut le dire. Ça n'empêche pas qu'il y a sur le terrain des critiques qui sont légitimes. Je ne sais pas si on parlera des immondices ou non, on reviendra dessus, bientôt. Des ordures, mais je pense que quand on a battu campagne pour un candidat, il faut être cohérent, il faut être conséquent. J'ai été invité au palais, comme beaucoup d'autres, que j'ai rencontrés là-bas, Gemila, Samuel Eto'o, les ambassadeurs Samuel Eto'o, et puis bien d'autres encore, et d'autres ministres. Et donc, c'était pour fêter la victoire de notre candidat. Et bien voilà, qu'est-ce que vous me reprochez? Je dis, voilà, moi, je n'ai rien à me reprocher. Seriez-vous prêt à entrer dans le prochain gouvernement, si on vous proposait? Moi, ce qui me préoccupe maintenant, c'est les prochaines municipales et législatives. Et si on vous proposait? Non, soyons sérieux. On ne fait pas la politique pour des récompenses. Comprenez? Nous, sinon, depuis l'âge de 14 ans, je me bats, j'attends quelle récompense. Quelle récompense on m'a faite? C'est pas ça que j'attends. Je suis là pour me battre pour des valeurs. Ça veut dire, on vous dit, Célestin Diamel, le matin, est ministre de la Communication, il dit non. Non, c'est des questions qui relèvent des appétits sentimentaux, des intérêts bassement individualistes. C'est pas ça qui a motivé mon engagement politique. Ce qui a motivé mon engagement politique, c'est que j'avais la conviction qu'on est sur une terre promise. Mais cette terre promise est, si vous passez l'expression, compromise par le comportement d'une clique de personnes qui se faisaient un malin plaisir de demeurer dans la malgouvernance. Il fallait donc que moi j'apporte ma pierre à l'édification d'un Cameroun nouveau, quelque part. C'est ça qui m'a toujours animé, en fait. On ne fait pas de la politique pour les récompenses, sinon on va attendre très longtemps. Donc, par conséquent, ce qui m'intéresse là, aujourd'hui,
c'est la campagne pour les futures municipales et législatives. Comprenez? Je ne passe pas mes nuits à songer ou à rêver d'une éventuelle entrée au gouvernement. Non. Je pense en permanence à mon rêve de voir mon pays un jour, se mettre sur le toit de l'Afrique, en termes d'infrastructures, en termes de sport, en termes de géopolitique, en termes de diplomatie. J'ai envie de voir le Cameroun sortir un peu de l'ornière. Comprenez, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas pour de maigres récompenses qui viendraient je ne sais où, non, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ok. Là, les législatives arrivent bientôt. Vous aurez sans doute constaté comme moi, la ville de Douala, pour ne citer que cette ville, elle est enveloppée, j'allais même dire caporalisée par des immondistes, des ordures partout. Elle empeste de mauvaises odeurs. Mais qu'est-ce qui cloche? Je vais aller plus loin. L'autoroute Douala-Yaoundé, on est à 60 km exactement pour 700 milliards. Or, l'autoroute Ouaga-Bobo-Djolasso, 171 km pour 200 milliards. Un gouvernement. Est-ce que nous sommes maudits, Célestin Djamel? Non, pas maudits. Sinon, moi, je cesserai de faire la politique. Je pense qu'effectivement, il y a toujours espoir parce qu'il y a un autre Cameroun qui bouge. Hein. Quand vous regardez les villes de Bouya et de Garoua, c'est des villes exemplaires sur le plan de la salubrité, de la propreté, de la gouvernance. Ce sont des villes camerounaises. Donc ça suppose qu'on a des Camerounais qui sont capables de bien gérer leur cité. Alors maintenant, c'est vrai que quand on parle de l'insalubrité permanente, c'est surtout les deux grandes villes. Ce que vous décrivez pour Douala, on peut le dire autant pour Yaoundé. Oui, bien sûr. C'est des immondices partout. Alors je ne sais pas ce qui nous arrive, mais ce n'est pas les ressources humaines qui nous manquent. Ce ne sont pas les moyens financiers qui nous manquent. Alors, il y a une question de gouvernance et de volonté politique. Parce que je n'arrive pas à comprendre que depuis des lustres, des décennies, on va dire, que Isaac reste le monopole, n'est-ce pas, de nettoyage ou de recyclage d'ordures au Cameroun. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis, depuis 1996, notre loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, a institué la décentralisation. Et en 2019, on a mis en place le code des collectivités territoriales décentralisées, donc qui a renforcé le pouvoir des maires et des présidents de région. Alors d'où vient-il qu'avec ce pouvoir renforcé, même si on peut regarder par ailleurs les intrigues internes des partis politiques, mais d'où vient-il que les magistrats dans les communes n'arrivent pas à contenir, n'est-ce pas, leurs poubelles, leurs ordures, d'autant plus que aujourd'hui, depuis très longtemps, pas qu'aujourd'hui, on a, comment dirais-je, le biogaz qui nous vient des ordures, qu'on peut transformer comment dirais-je, en énergie. Gaz domestique et bien d'autres choses. Domestique. Et puis, ça rapporte beaucoup d'argent. Bien sûr. Je ne suis pas convaincu qu'il soit ignorant de ça. Donc maintenant, il y a une question vraiment de gouvernement. Il faut réinitialiser le logiciel de certaines dirigeants de communes. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'une grande ville comme Douala, qui est la première ville du Cameroun, soit dans un état aussi insalubre, insupportable. Ce n'est pas compréhensible, alors que nous avons des moyens, comprenez. Même ici, même à Douala, vous avez des quartiers qui sont relativement propres par rapport à d'autres. Alors pourquoi ce qui est fait dans certains quartiers, on ne le pratique pas dans d'autres? Donc, moi je dis, la politique, c'est trois choses. C'est le désir d'engagement, c'est une cause à défendre, et c'est le pragmatisme. Il faut être pragmatique. Je dis que parfois, il faut savoir aussi laisser les idéologies et les intrigues de politique interne, de partisans à côté, et regarder la réalité en face. Serez-vous candidat? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des immondices partout qui pullulent, oui. Et les maires sont totalement incapables, pourtant ils gagnent de très grosses sommes d'argent, quand même. Et des milliards. Ils ont des avantages incroyables. Ils n'arrivent pas à nous assurer le minimum, c'est-à-dire la salubrité publique, comprenez? Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas le comprendre dans un pays qui a autant d'argent, comme le Cameroun. Seriez-vous candidat soit dans une municipalité, et laquelle, ou de députation? Non, je ne serai pas candidat dans deux municipalités. La loi ne le permet pas. Dites dans une. Oui, bien sûr, je serai candidat. Laquelle? Moi, je ne suis pas un partisan de boycott comme d'autres. Hein. Je pense que la politique se nourrit aussi de, comment dirais-je, de son
sa participation, n'est-ce pas, au suffrage universel. D'ailleurs, l'article 3 de la Constitution impose carrément aux partis politiques de contribuer au suffrage universel. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc il est nécessaire, voire même indispensable pour un parti politique de faire valoir ses idées dans le cadre d'une campagne, donc dans le cadre de la participation aux compétitions politiques. Alors maintenant, sur le plan technique, je parlais de la technique du droit, on peut être à la fois candidat à la députation et candidat au municipal. Mais la loi ne permet pas le cumul. Si par exemple vous êtes élu député, vous devrez, et en même temps conseiller municipal, vous devrez choisir. Encore que, dans le cadre du conseil municipal, ce qui est interdit, c'est le cumul de la fonction de maire et de député. Ça veut dire qu'on peut être conseiller municipal et député. Vous voyez, donc, toutes les perspectives sont envisageables pour à part, naturellement, et sur le terrain, mais on est quand même discret, c'est vrai, on est sur le terrain, on travaille, on n'est pas un parti dans la mallette, comme le font plus de 300 partis au Cameroun. Aujourd'hui, on ne peut pas citer 10 partis au Cameroun sans citer à part. Et je m'en réjouis parce qu'on est quand même, on reste un très jeune parti, donc on a fait du chemin. On a fait du chemin et on continuera à tracer, à écrire notre histoire, nous-mêmes, parce qu'on y croit. On pense que le Cameroun nécessite beaucoup de volonté et de patriotisme de la part de ses enfants. À part s'inscrire dans le cadre de la République et de la patrie. D'ailleurs, nos initiales, à part, on va dire Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Donc on s'inscrit dans l'ordre de la patrie, l'ordre patriotique, dans l'ordre républicain. C'est-à-dire que quelles que soient nos divergences politiques, nous gardons jalousement en ligne de mire les institutions qui sont quand même notre couverture commune. Notre maison commune, c'est les institutions. Le respect des institutions. Et la critique est permise, mais la critique utile, la critique constructive. Nous tendons vers la fin de cette émission. Question fermée. Monsieur N'Djamène Célestin, maire de Douala Premier, je dis n'importe quoi, il n'y aura plus d'ordures, il n'y aura plus de délestage, il n'y aura plus de délestage, il y aura de l'éclairage public, il y aura des jardins, et la ville sera très très belle, il n'y aura plus de bidonvilles. Les ordures publiques, les parcs d'attraction, de repos, pas d'attraction forcément, ça c'est le business, et les parcs publics, l'environnement écologique, la salubrité publique, la santé publique, c'est le minimum pour une cité, pour une ville. Il faut qu'il y ait, il n'y a pas que comment on appelle ça, le produit national brut, il y a aussi le bonheur national brut. Le bonheur, c'est quoi? De permettre à ce que les gens, le week-end, puissent pouvoir promener leurs enfants, être en famille, s'asseoir dans un jardin, se balader, parler librement, avoir autour de soi quelques paysages agréables à regarder. Et puis, surtout, éviter l'insalubrité, parce qu'en vérité, nous sommes des êtres humains qui aimons aussi des espaces agréables à vivre. Et puis, moi, si je suis aux affaires de main, je prends un exemple très simple, dans une commune quelle qu'elle soit. Dans les 100 premiers jours, il n'y aura plus jamais un bout de papier dans quelques... Jamais, vous dites? Jamais un bout de papier dans quelques coins ou recoins de la ville que ce soit. Je pense qu'on a les moyens humains, les moyens financiers pour au minimum régler la question de la salubrité publique. Il est inadmissible qu'on vive comme des porcs. Parce que quand on se confond avec la saleté quotidienne, quand on normalise l'insalubrité, vous avez vu sur les marchés, vous avez vu ça parfois sur la devanture de certains bureaux, des tas d'immondices, des immeubles parfois flambant neufs, des tas d'ordures qui traînent partout, c'est inadmissible. Nous sommes des humains qui aspirons quand même à une espèce de mieux vivre sur le plan environnemental, sur le plan écologique. C'est le minimum pour préserver d'abord nos enfants de certaines maladies. On parle souvent des moustiquaires, mais on aurait pu éviter les moustiquaires si on apprenait au moins à élaguer, à vider nos eaux usées, nos rigoles qui fourmillent d'eau usée, donc qui sont le terreau naturel, j'allais dire, des larves de moustiques qui empestent nos maisons
et finalement qui mettent en danger nos enfants qui sont beaucoup plus fragiles que nous en termes de santé. Vous comprenez? On aurait pu s'épargner des moustiquaires qui nous coûtent un peu d'argent. Donc moi je dis, si je suis aux affaires demain sur le plan communal, par exemple, je dis n'importe quoi. Les 100 premiers jours? Eh bien, les 100 premiers jours, la ville serait totalement transformée. Et les infrastructures routières avec. Bien sûr, même y compris... Et comment allez-vous lutter contre les bidonvilles qui, en fait, ont pris en... On va raser tous les bidonvilles. Nous sommes un très grand pays, avec de très grandes richesses. Les moyens ne peuvent pas manquer. On n'a même pas besoin de s'endetter auprès du FMI, de la Banque mondiale, ou du Club de Paris, du Club de Londres. Non. On a les moyens, on a les richesses. Vous prenez un pays comme la Suisse, qui n'a aucune richesse, du moins une richesse naturelle. Mais c'est un pays où le SMIC, je crois qu'ils ont le meilleur SMIC au monde. Il semblerait que ce soit 2500 francs suisses. Et je vous rappelle que le franc suisse est un peu supérieur à l'euro. L'euro qui est aujourd'hui la monnaie la plus forte dans le monde. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays hyper riche, mais nous vivons dans une pauvreté, dans une misère, pas seulement financière, une misère physique insolente. Et ça, c'est inadmissible quand même. Donc, il suffit d'avoir simplement une volonté politique. Les choses changent. Je dis que quand on rentre en politique, on s'engage. La politique est d'abord un engagement, un amour pour son pays, un amour pour les affaires de la cité. Alors, qu'est-ce qui empêche les gens, quand ils choisissent de s'engager en politique, de faire le minimum? Le minimum, c'est la propreté, c'est la salubrité, c'est nettoyer sa cour, à titre déjà personnel. Et puis, les services de nettoyage aussi doivent être sollicités par les magistrats communaux, etc., etc. Donc, il est impensable que, une fois qu'APA est au pouvoir, qu'il s'agisse de moi à titre individuel ou d'un autre maire d'obédience à part, qu'on puisse avoir une commune aussi sale, aussi insupportable, empestée d'odeur et tout et tout. Non, il faut, bien sûr, parler des bidonvilles, il faut les raser. Nous ne sommes pas pauvres. Mais nous entretenons inconsciemment ou non la pauvreté. Nous ne sommes pas pauvres. On peut éradiquer la pauvreté, puisque nous sommes bénis en termes de richesse. Il suffit simplement de les exploiter nous-mêmes, de les transformer et de les commercialiser. Un peu comme le Burkina et le Niger sont en train de le faire aujourd'hui. Ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et nous sommes capables de le faire aujourd'hui. Je veux dire que si on prend simplement au niveau des taxes locales, on n'est pas obligé de les renvoyer à Yaoundé, et puis les faire passer par le FEICOM, que le FEICOM va nous redistribuer les centimes additionnels à leur bon vouloir. Non, il faut changer la méthode. Il faut laisser la responsabilité aux maires, comme l'indique d'ailleurs le Code des collectivités territoriales décentralisées. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je prends l'exemple très simple du Douala-Premier, vous avez une partie du port qui est à Daïdo, une autre partie qui est à Bonabéry, Douala 4. Eh bien, les bateaux qui arrivent au Cameroun, à Douala, qui amérissent, qui sont en abordage du côté de Daïdo, Douala 1er, du côté de Bonabéry, Douala 4e, doivent pouvoir payer des taxes de stationnement aux maires concernés, à la mairie concernée. Et c'est en milliards. Et les mairies pourraient donc récupérer ces milliards issus des taxes locales pour pouvoir créer de la richesse. Vous comprenez qu'aujourd'hui, une ville comme Douala 1er, la commune de Douala 1er, qui est, je crois, 3,5 milliards ou presque 4 milliards de budget communal, est incapable de mettre de l'ordre donc mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche? Et ce n'est pas l'exclusivité de Douala 1er, partout au Cameroun. C'est partout, oui. À quelques rares exceptions comme Boya ou Garoua. Mais je pense que, et d'ailleurs Garoua on est déjà au bus électrique. Électrique, c'est fabuleux, donc ça veut dire qu'on peut le faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour déjà récupérer assez d'argent, il faut bien sûr que le recouvrement soit fait par des experts, par des professionnels, parce qu'on n'est même pas à 40% dans certaines communes de taux de recouvrement. Or, les communes ont besoin d'argent pour réinjecter dans des secteurs productifs, producteurs, comme l'informatique, comme l'écologie, les nouvelles technologies, etc. Donc, on a les moyens de le faire. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté politique, qui est complètement confisquée par les intrigues des partis politiques, qui imposent aux maires, je le dis parce que j'ai vécu certaines situations absolument intolérables, aux maires de plutôt privilégier son avenir politique plutôt que la gestion de la commune. Et ça, c'est inadmissible.
Nous sortons de cette émission, mais on ne peut pas sortir d'ici sans parler de votre livre. Et puis, puisqu'il y a un problème de compréhension, il y a d'abord le fédéralisme communautaire de l'honorable Cabral Libby. Vous, vous êtes fortement opposé en écrivant le fédéralisme unitaire. Pour la différence. Oui, j'aurais dû emmener un exemplaire. Un exemplaire, ici, justement. Malheureusement pour les téléspectateurs, mais ce livre est toujours en vente. Alors, je suis pour un fédéralisme unitaire. Qui unit, donc un fédéralisme unitaire. Pas pour un fédéralisme qui divise, comme l'a prôné M. Cabral Libby, parce qu'en vérité, en principe, le fédéralisme est une forme de l'État. On n'a pas besoin d'épithètes, d'adjectifs. C'est le fédéralisme, qui est fondé sur une espèce d'autonomisation des États, ce qu'on appelle les États fédérés. C'est-à-dire que l'État central va garder les plus grandes prérogatives, avec en fait la diplomatie, la défense nationale et l'argent et la monnaie. Si vous voulez, le reste, bon, maintenant, chaque État gère selon son contexte, selon ses réalités locales, n'est-ce pas, son économie, sa sécurité sociale, sa police, etc. Et donc, ce fédéralisme ne peut pas être connoté ethniquement, ni communautairement. Je veux dire par là que la notion seule de fédéralisme suffit comme concept politique. Et ça marche très bien aux États-Unis, ça marche dans beaucoup de pays, n'est-ce pas? L'Espagne n'est pas du tout dans le fédéralisme, mais ils sont dans un régionalisme assez accentué, dont les régions sont quand même assez, ils ont beaucoup d'autonomie, si vous voulez. Pareil pour l'Allemagne, qui est un État, d'ailleurs, l'Allemagne fédérale, et puis beaucoup de pays. La Fédération de Russie. C'est un moyen technique pour essayer d'être plus efficace. Mais quand on vient y adjoindre le caractère ethnique ou le caractère fondé sur les affinités linguistiques ou, comment dirais-je, sociologiques ou anthropologiques, moi ça me dérange en tant que républicain. La seule communauté que la République reconnaît, c'est la citoyenneté. Et je suis citoyen camerounais, ça me suffit. Quand on entre dans l'arène politique, dans l'arène républicaine, il n'y a qu'un seul élément qui vaille, c'est le débat républicain, le débat des idées. Ce n'est pas le débat d'où tu viens, tes parents étaient quoi, d'origine bamileke, d'origine bafia, d'origine béti et kambéti. Non, ce n'est pas ce qui devrait nous concerner dans le débat politique. Le débat politique, c'est le débat des idées. Comment fait-on pour faire avancer le bateau Cameroun? Comment fait-on pour avancer la maison commune? Ce n'est pas d'où tu viens. D'où tu viens ne m'intéresse pas. C'est quelles sont tes idées? Comment on peut bâtir ensemble la nation, la République? Nous avons choisi ensemble de construire la nation. On n'a pas la chance d'avoir un État-nation comme l'Allemagne l'a été. L'Allemagne, c'est une vraie nation dans le sens où ils ont une même langue, une même culture, il y a une homogénéité en Allemagne. Le Cameroun, et c'est comme d'autres nations en Afrique, est un pays qui a été balkanisé à la suite de la conférence de Berlin de 1884-1885. Et donc, au départ, c'était un amas de populations diverses, avec des cultures diverses. Nous sommes ce qu'on appelle le continent, c'est-à-dire une Afrique en miniature, comme disait Aïdjo. On est peuplé, on va dire, de plusieurs ethnies. Mais pour moi, ça devrait être, ou demeurer, un facteur de chance et d'évolution. Parce que beaucoup de pays d'Afrique nous envient à cause de notre diversité. Mais justement, on devait transcender cette diversité-là pour aller vers l'unité. C'est ce que les pères fondateurs, nos pionniers, nos dévanciers ont fait. Oumniobin, Ousenda Fana, comment dirais-je, Ernest Ouandié, et après le XXIe siècle, des gens comme Anissé Kané, qui ont contribué aussi à leur niveau, à faire évoluer le débat politique sur la patrie, sur la nation camerounaise, compte tenu de nos origines ethniques. Quand Cabral Libby écrit le fédéralisme communautaire, mais pourquoi communautaire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que communautaire veut dire géographique ou régional, ou ça veut dire affinité linguistique, anthropologique ou sociologique? Autrement dit, est-ce que un homme du Septentrion pourrait être maire à Ezeka,
gouverneur de l'État d'Union Ekele, par exemple. Est-ce qu'un homme d'Union Ekele ou de la Sénégal-Maritime peut être gouverneur de l'État de l'Ouest? Il faut qu'il nous apporte des réponses sur ce sujet-là. Auquel cas, on aurait circonscrit la notion de communauté. Mais si communauté veut dire qu'on regroupe les gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture gastronomique, culturelle, etc., je dis non, puisque nous sommes la République. La République, c'est le citoyen, c'est la citoyenneté, c'est pas l'ethnie. Comment voulez-vous? On ne peut pas en même temps parler d'émergence et parler de tribu. Nous, notre slogan, mon cher, c'est la patrie d'abord, la tribu après. La tribu est accessoire. Si aujourd'hui, moi, mes parents sont d'origine Bundé, mais si mes parents, si Baranté venait à disparaître, je m'en fous. Ce qui importe, c'est mon passeport camerounais. C'est mon image de Camerounais, des citoyens camerounais. Nous avons choisi, nous avons suivi nos prédécesseurs dans le combat pour la consolidation de la nation, de la République. Nous sommes des héritiers de ces gens-là qui sont morts pour nous, qui sont morts pour nous. On doit rester focus là-dessus, pas sur nos ennemis. Nos ennemis, c'est plutôt un frein au développement. Et c'est ce que les Européens adorent. En fait, nous diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que nous retrancher dans nos petits cocons tribaux ethniques. Rappelez-vous que pendant l'époque coloniale, on parlait beaucoup de la force des Bamileke, de la science des bêtises, etc. Les Européens prenaient un malin plaisir à apporter des qualificatifs à chacune des tribus pour les opposer les uns contre les autres. C'était leur plaisir. Parce que pendant que le monde va vers les grands ensembles, l'Union européenne, l'alliance entre la Malaisie, le Vietnam, la Chine, l'alliance entre le Japon, la zone yen, le Japon, la Corée du Sud, les Américains avec le Mexique, le Canada, l'Amérique du Nord, nous, on est en train de nous recroqueviller sur nos tribunes. Mais c'est extrêmement grave. Les gens sont en train de lancer des fusées dans l'espace. Et nous sommes au Cameroun en train de débattre sur les tribus. Mais c'est triste. On est en train de bondir non pas 50 ans en arrière, mais 200 ans en arrière. Et puis, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'on va passer notre vie à être des consommateurs. Pendant que les autres boss inventent, créent, travaillent, innovent, nous, on consomme. On a des débats stupides, au point qu'il y a même certains acteurs politiques qui traitent un évanouisseur de bandits. On est dans le combat complètement abscon de tribus et d'ethnies. C'est insupportable et c'est bête. Parce qu'on a besoin de scientifiques, on a besoin de débatteurs, mais qui débattent sur les idées. On a besoin comment dirais-je, d'activateurs de la pensée. On a besoin de gens qui secouent le cocotier sur le plan mathématique, sur le plan technologique. Parce que la bataille d'aujourd'hui, déjà, et de demain, ce sera la bataille technologique. Pourquoi nous sommes soumis? On est soumis parce qu'on n'a pas la science. Je prends le cas très rapide du pétrole. Chaque fois, Total Energy va signer un contrat, n'est-ce pas, qui va fluctuer en fonction du temps, du cours du pétrole, du cours monnaie du pétrole, avec les États africains. Eh bien, nous, si on avait des ingénieurs capables d'extraire du pétrole, on n'aurait pas envie de donner tous ces centaines de milliards à Total pour extraire notre pétrole. On aurait dû l'exploiter nous-mêmes, le transformer nous-mêmes et le vendre nous-mêmes à nos prix. Par exemple, l'uranium au Niger, pendant plus de 75 ans, la France se servait quasiment gratuitement au Niger. Et symboliquement, il donnait 3220 francs par kilogramme d'uranium. Aujourd'hui, avec l'affranchissement du Niger, avec la libération, l'émancipation du Niger, l'uranium est revenu à son cours normal, c'est-à-dire 120 000 francs le kilogramme. Comprenez? Donc, l'Afrique doit d'abord redevenir maître de ses ressources naturelles pour s'émanciper, dont la vraie bataille, c'est la science, c'est la technologie. Pour nous rendre libres, on a envie de fabriquer nos propres avions. Bien sûr, en commençant par les motos, les voitures, etc., nos marques de voitures. On a envie, pourquoi pas, de rêver dans 40-50 ans, pourquoi ne pas envoyer un homme dans l'espace, comme l'ont fait les Soviétiques et les Américains dans les années 60. Donc, on ne peut pas nous contenter d'être des accompagnateurs des autres. On ne peut pas se contenter d'être des suivistes ou des suiveurs des Américains ou des Européens. Il faut que ça s'arrête. Donc, il faut qu'on arrête le débat sur les ethnies, qui est un débat de l'Antiquité, un débat absolument idiot.
faut arrêter rapidement. On a envie des gens compétents, quelle que soit naturellement l'origine ethnique. C'est pour ça qu'on s'appelle la République du Cameroun. Et non la République ethnique du Cameroun. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, on avait le Ngondo comme parti politique, on avait le Nkoumze chez les Bamileke comme parti politique, on avait les Singa chez les Béti comme parti politique. Alors justement, ils ont eu conscience que finalement, avec les assauts des conditions qu'on nous impose à l'époque, la SDN, on était obligé de s'unir. Ce que leur imposaient les Allemands, les Français, finalement, ces associations villageoises basées sur la tribu étaient obligées de prendre conscience qu'il y a quand même une nation, un Cameroun à construire. Alors ces partis politiques tribaux ont débouché sur les mouvements nationalistes comme l'UPC, avec les Sopo Priso, avec le etc. Et donc, finalement, on s'est battu pour le rassemblement de ces populations et exiger l'indépendance du Cameroun, malheureusement qui était donnée à ceux qui ne voulaient pas l'indépendance. Merci, Président. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être venu. Nous allons vous accorder quelques poignées de secondes pour votre mot de fin. Ben, le mot de la fin, c'est simplement de dire à mes jeunes compatriotes, et même aux moins jeunes, que le Cameroun mérite un sacrifice. Moi, je suis l'exemple vivant de la résilience. Moi, j'ai surmonté mes douleurs personnelles. J'ai refusé de m'encastrer dans la haine de mon pays parce que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat en 2019. Je crois au Cameroun, malgré ça. Alors les gens me disent que je suis victime du syndrome de Stockholm. Non, il faut aimer passionnément son pays pour accéder au pardon de ses bourreaux ou de ceux qui ont tenté de vous tuer. Le Cameroun n'a jamais tenté de vous tuer. Le Cameroun vous regarde et demandez-vous toujours qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux faire pour mon pays, comme disait un ancien président américain. Mais qu'est-ce que mon pays, peut faire pour moi? Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour mon pays? C'est ça le moteur. C'est quand chacun œuvre dans sa cour en pensant à l'apport qu'il peut faire au niveau de l'héritage national, mais tout le monde rentre dans le bon sens. Comprenez? Comme disait Adam Smith, un célèbre économiste, si chaque villageois balaye devant sa cour, c'est tout le village qui sera propre. Comprenez? Donc il faut croire au Cameroun. Le Cameroun, d'abord, c'est la foi. La politique, c'est la foi, c'est la conviction. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les cyclones, il faut continuer à se battre. Parce que quoi qu'il arrive, le bonheur n'est pas loin. Pensez à d'autres jeunes de se rapprocher auprès de vous pour pouvoir se nourrir de cette provende intellectuelle. C'était un autre numéro de votre émission Le Ring. D'ici à là, portez-vous bien. Dans très bientôt, nous allons lancer la chaîne Ainsi va la République. Et j'allais dire la République du Cameroun, qui sera une chaîne républicaine, centrée sur l'information, sur la culture, et surtout se mettre là à porter notre pierre pour la construction de ce Cameroun nouveau, et ce Cameroun-là qui pourra faire face aux défis de notre ère. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.